Alors petite précision avant de commencer la vidéo, tout ce que je vais vous raconter maintenant a fait l'objet de recherches bibliographiques précises et rigoureuses. Vous retrouverez tous les liens pour les références en description et puis bien sûr la section des commentaires est là pour qu'on puisse en débattre si vous avez encore des questions. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un petit peu le point sur mes recherches, les recherches que je mène actuellement au groupe de la biodiversité des Açores, un peu plus en détail vis-à-vis de la vidéo de 3 minutes que je vous avais fait de présentation. Alors, comme vous savez, délimiter un problème, c'est pouvoir prendre des mesures précises quant à possiblement sa résolution. Et c'est notamment le cas en écologie avec tous les programmes de conservation qui font l'objet d'appui de recherches scientifiques précises. Alors parlons un peu du changement climatique parce que finalement c'est le problème, c'est même reconnu par la communauté scientifique comme étant le problème majeur du XXIe siècle. Alors le changement climatique, c'est principalement dû aux GES, les gaz à effet de serre, qui sont déversés dans l'atmosphère depuis maintenant le début de la révolution industrielle. Alors finalement, cette émission de gaz va interférer avec les flux naturels énergétiques de la Terre et créer un déséquilibre énergétique. Finalement, c'est ce déséquilibre énergétique qui va avoir des conséquences sur les écosystèmes, avec en premier lieu, très bien relayé par les médias, la hausse de la température, peut-être un peu moins relayé le changement du régime de précipitation, mais aussi l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Il y a aussi un changement dans le régime des vents et finalement des variations saisonnières qui vont être aussi beaucoup plus marquées avec ce changement climatique. Alors ça a un impact sur le biotope, comme je vous l'ai montré, mais aussi sur la biocénose, la faune et la flore, qui vont avoir des distributions qui vont changer aussi bien spatialement que temporellement. Aujourd'hui, on fait face à une crise majeure de la biodiversité. Alors principalement, c'est le mouvement d'espèces qui vont venir confronter des espèces endémiques et indigènes à des espèces exotiques. Alors qu'est-ce qu'une espèce exotique ? C'est une espèce qui va étendre son aire de distribution à des territoires où elle n'était initialement pas présente. L'UICN, donc l'Union internationale de conservation pour la nature, montre que 5 à 20% des espèces exotiques deviennent envahissantes. L'impact des espèces exotiques envahissantes, pourquoi est-ce qu'une espèce va devenir envahissante? Ce serait trop long à vous détailler, il y a plein de facteurs. Je vous laisse donc regarder la biblio en description. Mais finalement, ce sont ces espèces qui vont être les grandes gagnantes dans la lutte pour la survie, the struggle for life, comme l'écrivait Darwin. Alors maintenant, pourquoi s'intéresser aux îles? Les îles, ce sont des lieux qui sont isolés, confinés et qui sont aussi spatialement et temporellement restreints. On va donc y trouver un taux d'endémisme qui va être beaucoup plus élevé que dans des zones continentales. Et c'est pour ça que beaucoup font partie de hotspots qu'on appelle des hotspots de la biodiversité qui ont été définis par Myers au début des années 2000. Alors un hotspot de la biodiversité, c'est principalement défini sur des données liées aux espèces de plantes. Il faut que 0,5% ou 1500 espèces des 300 000 espèces de plantes soient endémiques d'une région pour définir un hotspot de la biodiversité. Ces hotspots, ce sont donc des places majeures pour les actions de priorisation de conservation, puisque vous l'aurez compris, pour définir un hotspot, en gros, ça repose sur 2 critères, l'endémicité, mais aussi le degré de menace. Alors la principale menace, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Je vous parlais de nos ennemis publics numéro 1 dans ma présentation. Oui, c'est le cas. Et elles vont arriver sur nos territoires avec l'agriculture, l'horticulture, mais aussi le commerce en règle générale, et aussi, il ne faut pas l'oublier, l'exploitation forestière. Alors on continue, et je réduis un peu le champ de la discussion, on va se retrouver aux Açores. Finalement, les Açores, ce sont 9 îles qui font partie du hotspot de biodiversité du bassin méditerranéen. Le climat ici est relativement doux, la topographie assez peu marquée et les variations saisonnières, elles, sont relativement bien marquées en termes de température, mais aussi de précipitations. En 2010, on estimait que dans la Macaronésie, qui reprend principalement les Açores, les Canaries, Cap-Vert,
eh bien, on avait environ 6000 espèces qui étaient endémiques, et notamment eh bien, 420 espèces ou sous-espèces endémiques des Açores. En 2012, le GBA lance un projet SLAM de suivi sur le long terme. Les suivis sur le long terme, finalement, c'est très coûteux, aussi bien financièrement parlant qu'humainement parlant, mais on en voit quand même émerger puisque les bénéfices scientifiques de recherche eh bien, dépassent finalement le coût de mise en place, même si ça reste très long à mettre en place. Alors des suivis sur le long terme, il y en a déjà eu dans le monde et il y en a encore dans le monde. Vous pourrez retrouver dans la bibliographie des exemples. Aux Açores, il y en a déjà eu, mais celui-là c'est le premier sur la faune des Açores. Il vise finalement à caractériser l'impact du changement climatique sur les forêts naturelles. Alors pourquoi les forêts naturelles? Faut repenser un peu historiquement. On a le début de la colonisation des Açores en 1440. Avant ça, c'était entièrement couvert de forêts. Aujourd'hui, 95% des forêts naturelles ont disparu aux Açores. La cause, l'industrie du lait et l'exploitation forestière, principalement. Il n'en reste finalement que des patchs résiduels et les autorités ont heureusement bien compris que ce sont des endroits à prioriser pour les actions de conservation puisque ces patchs constituent des zones refuges pour la faune et la flore endémiques. La perte d'habitat, comme on le constate ici aux Açores, eh bien, c'est la première cause d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale, et notamment chez les insectes. C'est pour ça que moi je m'intéresse aux insectes, et notamment aux insectes volants, puisque, comme je vais vous le détailler après, c'est relativement assez facile à les échantillonner. Finalement, en 6 mois, j'ai 3 questions auxquelles il faut que j'apporte des réponses. Quel est l'impact de l'altitude sur la diversité des espèces exotiques? Quel est l'impact des variations saisonnières sur les espèces exotiques? Et finalement, est-ce que j'observe une variation dans l'abondance des espèces exotiques? Si oui, où et pourquoi? Ah oui, ça fait du boulot, mais eh bien, j'ai un protocole précis à suivre qui s'inscrit dans la continuité du projet depuis 2012. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Alors moi, mon étude, elle se déroule sur l'île de Terceira où on a placé 13 pièges. Alors ce sont des pièges dits à interception, c'est-à-dire que les insectes volants vont venir taper contre eh bien, une paroi en tissu et tomber dans un récipient d'échantillonnage qu'on vient relever tous les 3 mois afin d'avoir l'échantillonnage des insectes sur les 4 saisons. Une fois qu'on a récolté ces échantillons, eh bien, c'est mon boulot actuel, c'est de trier et quantifier la biodiversité qu'on a à l'intérieur. La biodiversité en arthropode, j'entends. Et je les trie suivant une morpho-espèce, c'est-à-dire eh bien, un morphe qui va appartenir à une espèce. Et ensuite, ces morpho-espèces sont identifiées dans la mesure du possible, mais la plupart portent finalement un numéro. Alors ça prend énormément de temps. J'y passe 35 heures par semaine à la loupe binoculaire à trier, compter et à classer mes différents échantillons pour me construire mon jeu de données, un jeu de données qui doit être le plus robuste possible afin d'être analysé par la suite informatiquement. Mais ça, je vous en fais grâce aujourd'hui, j'y reviendrai après. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé finalement cette petite vidéo. Alors ça change, hein, pour une fois, voilà, j'étais pas du tout sur un sentier de rando, mais c'était pour répondre finalement à toutes les questions que j'ai pu avoir autour de eh bien, mon projet de recherche. Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc voilà, en ce moment, ce que je fais. Aujourd'hui, on va dire en février 2021, ce que je fais. Donc ça va évoluer forcément puisque je vais avoir du terrain en mars et puis après je vais devoir commencer finalement les analyses informatiques pour répondre précisément et rigoureusement à mes questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre eh bien, tout au long mon projet de recherche, mais aussi eh bien, je vous partagerai d'autres vidéos sur les sentiers de rando à la découverte de cette biodiversité. D'ici la prochaine vidéo du coup qui se passera très certainement à l'extérieur, moi je dis portez-vous bien et surtout partez à l'aventure.